Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Ça va faire un petit moment, hein. Et quel moment! The first shot is fired. Within 5 seconds, 9 more shots. Freddie died at the scene. Our rights are completely gone. These are my neighbors that are disappearing and there's no way to justify it. En Iran, un bilan effroyable sur un massacre à huis clos. 7 ans après la mort de Jeffrey Epstein, la divulgation de ses dossiers personnels fait vaciller le monde. Israël a bombardé l'enclave palestinienne. Au moins 26 personnes ont été tuées, dont des enfants, alors qu'un cessez-le-feu a été décrété en octobre dernier. Cette affiche anti-avortement a été déployée au cœur du Parlement européen ce jeudi 12 février. 3 semaines, hein. Alors, pour se remettre dans le bain direct, on va parler d'un sujet léger, d'un sujet tranquille, d'un sujet chouette, quoi. Ah, tant mieux. Non, parce qu'il y en a marre des sujets plombants, hein. On va parler de l'union à gauche. Bah, quoi? C'est ça ton sujet léger, tranquille, chouette? Le truc le plus déprimant du monde, quoi. D'un côté, sans union, la gauche est donnée perdante, et de l'autre, plus ça avance, moins on voit comment on va supporter d'être dans la même pièce que les autres. Bah, c'est ça qui est intéressant. Alors on va regarder plus précisément ce qui se passe avec cette primaire et avec le reste des candidatures à gauche. Oui, parce que bon, à gauche, faut faire le tri quand même, hein. Peter, don't. They say if you watch that video, you die. Ah, that's a lot of baloney. Oh bah c'est sûr qu'à droite, ils se posent moins de questions, hein. Mes chers compatriotes, Français de métropole, des Outre-mer ou qui vivaient à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. L'engagement que je prends, c'est de toujours vous dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut pas vivre mieux en travaillant moins. C'est dire que l'immigration n'est pas une chance. Bon épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il y a quelques semaines, la primaire unitaire à gauche a annoncé se mettre en marche. Tu l'as fait exprès? Chut. Ah, bonjour l'effort technique, hein, mais ce bruit-là, je parle pas du bruit de la social-démocratie, hein, je parle de ce... C'est chiant, non? Et plus sérieusement, il y a près d'1 an, on avait déjà travaillé sur le sujet. Mais la primaire est aujourd'hui très menacée par de nouvelles défections. Alors, on va faire un point d'étape pour voir ce que ça donne, cette nouvelle mouture. Qu'est-ce que cette primaire? À quoi elle sert? Et comment elle fait fonctionner le champ politique à gauche? Tout d'abord, pour ceux qui l'ignoraient, une primaire, c'est un mécanisme prévu pour départager plusieurs candidats souhaitant se présenter à une élection. Au lieu de laisser ce choix aux seuls dirigeants d'un parti, on l'ouvre à un public plus large, militant, voire citoyen, afin de rendre le processus plus démocratique, en donnant davantage de pouvoir aux votants qu'aux appareils partisans de plus en plus contestés. À l'origine, les primaires ne sont pas françaises, mais américaines, ce qui change beaucoup les choses. Aux États-Unis, dominées par 2 grands partis, républicains et démocrates, elles servent à choisir le candidat qui portera leur couleur à la présidentielle. Dans un système bipartite, il ne s'agit pas de légitimer un camp, mais de décider quelle orientation du parti affrontera l'autre au second tour. Biden, pas Biden? La France en a organisé plusieurs. Celle de 2011 qui a porté Hollande au pouvoir, puis celle de 2017 avec Hamon, Jadot et Fillon, et de 2022 avec encore Jadot, Hidalgo, Pécresse et Taubira. Depuis 2011, aucun candidat issu d'une primaire n'a atteint le second tour de la présidentielle. D'où leur réputation de machine à perdre, surtout à gauche, où elles ont été semées d'obstacles. Alors contre cette réputation, les promoteurs de cette primaire unitaire avancent une fonction particulière, faire l'union. On va vous annoncer les modalités de la procédure de désignation que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche la plus dynamique et la plus collégiale possible. Je ne me sens jamais aussi bien que quand je retrouve mes propres camarades de toute la gauche. Et cette gauche unie, eh bien, elle est devant vous et elle a la volonté, non pas simplement de témoigner, mais de gagner l'élection présidentielle en 2027. Tout un programme, tant de promesses, l'union. Et tout ça, ce serait parce que le peuple de gauche voudrait cette union. Je le redis, il y a eu 2 enquêtes d'opinion sur ce que pensent notamment par exemple les électeurs du Nouveau Front Populaire. Quand on leur demande ce qu'ils veulent pour 2027, ils sont 8 sur 10 à dire qu'ils veulent une candidature unique. Cette aspiration à l'unité est quelque chose de très profond. Et c'est vrai que l'union de la gauche avec le NFP en 2024 a fait rêver. C'était tout à la fois la résistance contre l'arrivée des fascistes au pouvoir, la lutte contre les idées macronistes et le triomphe des valeurs chères aux gens de gauche. Progrès social, protection environnementale et justice fiscale.
L'importance de l'union semble d'autant plus grande que les derniers grands cycles électoraux ont montré à quel point la désunion de la gauche lui a coûté. 2017 et 2022, c'était la gauche au second tour à quelques centaines de milliers de voix près. Quelques points perdus dans des candidatures hasardeuses. Et ça, c'est une tuerie. Bon appétit. Bon, d'abord, les organisateurs de la primaire n'ont pas indiqué qui pourrait voter. Il y a un risque pour chacun de ceux qui sont ici. Personne ne sait qui sortira de la primaire. On ne connaît même pas le corps électoral. On ne sait même pas quels sont celles et ceux qui viendront voter. Eh ben, ça a l'air bien emmanché cette histoire. Pour l'instant, la plupart des éléments pratiques restent nébuleux. Mais on va prendre au sérieux cette question de la primaire unitaire. Est-elle vraiment un procédé efficace pour unir la gauche ? Autrement dit, cette primaire, quelle machine politique est-elle ? Que produit-elle comme discours, comme rapport de force et comme espace politique ? Bref, à quoi peut-elle vraiment servir ? La première chose à noter, c'est que la notion d'union reste très floue. Union de qui ? De quoi ? Comment ? Pourquoi ? Si on s'éloigne 2 secondes de l'idéologie pour regarder les effets politiques concrets, l'union de la gauche renvoie surtout à une coopération renforcée entre des partis. Soutenir globalement les mêmes politiques et les mêmes stratégies. Jean-Luc Mélenchon le formule assez bien. Si on gagne, on gouverne ensemble. Si on perd, on s'oppose ensemble. Mais pas de combine, pas d'arrangement. L'union, c'est donc la solidarité politique. Reconstruire un champ partisan loyal autour de grandes valeurs et stratégies communes, politiques comme électorales. Que les partis de gauche s'opposent aux mêmes régressions, portent les mêmes progrès et s'accordent sur qui soutenir ou combattre. You are part of the rebel alliance and a traitor. Take it away. L'union de la gauche n'est ni un nom, ni un parti, ni une élection. C'est un mode de fonctionnement concret entre ses composantes. Son objectif n'est pas seulement de présenter un candidat, mais d'articuler une double fidélité. Fidélité morale des partis à l'union et fidélité programmatique des candidats. Et c'est là toute la difficulté, la fidélité. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que le PS est assez fidèle à lui-même. Moi, je ne crois pas du tout à la fidélité à long terme, à très long terme. Car l'union suppose un rapprochement programmatique, stratégique et partisan. Rassembler des acteurs pas d'accord sur tout, mais sur l'essentiel. Et construire une culture de loyauté et de confiance. On y croit ou pas, la fidélité pour toujours ? La fidélité pour toujours. Bon courage, Christelle. Oui, non, mais j'ai pas envie de vous faire de la peine, Faustine, c'est ça, en fait. Cette culture est décisive. Elle permet d'accepter les divergences politiques et stratégiques sans les interpréter comme des trahisons d'un côté ou des intransigeances de l'autre. Je vais pleurer, en fait. Alors, cette primaire unitaire produit-elle cet effet ? Construit-elle un rapport de force poussant les partis à se fidéliser, se faire confiance, coopérer ? Bref, elle qui prétend faire l'union, que fait-elle réellement ? Justement, elle semble mal engagée. Elle ne parvient ni à convaincre, ni à contraindre les partis à s'y rallier. Les Insoumis refusent une primaire pouvant soutenir le programme de Glucksmann. Glucksmann lui-même refuse d'y participer. Les communistes se préparent à esquiver la primerde, comme le dit si élégamment Fabien Roussel. Le PS, d'abord divisé, s'en éloigne aussi. Boris Vallaud a retiré son soutien au choix d'Olivier Faure. Désormais, la majorité du PS est contre la primaire. Et les divisions continuent. Jérôme Guedj a annoncé sa candidature, mais refuse lui aussi la primaire. On n'a pas bien compris. Est-ce que vous demandez l'investiture du PS ou est-ce que vous irez quoi qu'il arrive ? Je suis candidat pour porter une ligne politique. À suivre l'évolution de sa ligne politique, dans quelques mois, il prendra sa carte chez Retailleau et Wauquiez. Regardons donc maintenant la primaire sous l'angle idéologique. Comment fabrique-t-elle réellement un programme ? Le processus de la primaire s'inspire de nos élections traditionnelles. Un candidat, un programme, une vision, un choix. Pour comprendre son effet sur la construction programmatique, il faut regarder les comportements et stratégies qu'elle valorise et celles qu'elle sanctionne. À première vue, une primaire devrait produire le programme commun le plus large possible. Pour gagner, il faut rassembler un maximum de voix. Donc, proposer un équilibre programmatique consensuel. Mais, si tous les candidats font cela, leurs programmes deviennent quasiment identiques. Le choix programmatique disparaît, on ne choisit plus qu'un candidat. Moi je dis que c'est ça la solution, le même programme commun et ensuite on vote pour celui qui le défend le mieux. Sauf que si on fait ça, les biais médiatiques prennent le dessus. Classement par charisme réel ou supposé, personnalisation de l'élection, exactement ce que la primaire prétend éviter. On a créé 2 groupes de travail, un groupe de travail de fond et un groupe de travail sur les questions de la procédure de désignation. Il est évident qu'on ne peut pas avancer sans ces 2 jambes et donc on continue à travailler sur le fond. Ce consensus flou peut même favoriser la division. Si un candidat soutenu par les médias occupe déjà le centre, les autres ont intérêt à s'en distinguer. Trop à droite, trop à gauche, trop mou, trop clivant. Autrement dit, plus le programme est unitaire, plus il devient la cible de critiques qui fragmentent ce que la primaire devait rassembler. C'est ce qui s'est produit avec la primaire écologiste de 2021. Le programme rassembleur de Yannick Jadot a gagné, mais celui de Sandrine Rousseau, plus à gauche, a frôlé 48% au second tour. Jadot a dénoncé sa radicalité supposée et Rousseau le manque d'ambition de Jadot. La primaire a surtout mis en lumière les divisions des écologistes.
La primaire unitaire tente pourtant de limiter ces conflits en imposant un socle commun, partagé. C'est l'objectif de cette procédure, de se distinguer par des propositions sur lesquelles ils insisteront plus ou moins et avec des questions de sensibilité différentes. Vous le savez, les candidats à cette procédure seront très différents et donc pourront insister sur des modalités différentes. Malgré cela, rien n'indique que ça résolve le problème. Soit le programme devient secondaire et l'élection tourne au référendum de popularité, soit les désaccords se déplacent vers les modalités évoquées par Lucie Castet. Au fond, les primaires gèrent mal la question programmatique. Elles poussent les candidats soit à l'éviter, soit à s'y opposer, plutôt qu'à construire des compromis acceptables pour tous, comme l'a fait le NFP en 2024. Alors, le dernier argument des partisans de la primaire, c'est qu'elle serait plus démocratique. Elle donnerait la parole au peuple. Vous ne pouvez pas vous battre contre des gens qu'ils sont la réaction et en même temps épouser des formes qui sont celles de tous les partis autoritaires qui imposent un candidat, mais qui ne cherchent jamais à le faire élire par des militants, par des citoyens, par des gens qui, effectivement, donnent une légitimité à celui ou celle-là. Derrière cela, deux idées. Représenter la volonté populaire et légitimer un camp et un candidat parce qu'ils ont été choisis par les électeurs. Mais ces modalités posent autant de problèmes que la présidentielle, voire plus. En plaçant la présidentielle comme enjeu central, la primaire prolonge le logiciel qui fait perdre la gauche depuis 2012. Présidentielle d'abord, législative ensuite. Or, le barrage républicain à la présidentielle est solidement ancré à gauche. Le vrai problème, c'est l'absence de cohésion parlementaire. Stratégie incompatible, objectif contradictoire. L'enjeu n'est pas Mélenchon au second tour, mais le vote du budget ou les municipales. D'un côté, la stratégie offensive de LFI dans certaines communes envoie un signal de défiance aux partis avec lesquels elle veut pourtant coopérer. Ce programme, il existe pour répondre justement à tout ce qu'ils n'ont pas fait depuis 25 ans, les trois là, qu'ils dirigent la ville de Paris ou qu'ils dirigent l'État. Ça fait 25 ans que ça dure, ça fait 25 ans qu'ils se présentent en menant des politiques de logement qui sont de l'éviction sociale et qui laissent les gens dans des HLM où ils payent trop cher, ils payent trop de charges, ils sont souvent dans l'insalubrité. Derrière Emmanuel Grégoire à Paris, il y a le PS, mais aussi communistes et écologistes que les Insoumis cherchent à séduire. Mais je refais devant toi, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, je renouvelle l'offre fédérative qui est celle des Insoumis. Mais il y a plus grave, une question centrale, l'absence totale de concertation par le PS de ses anciens partenaires du NFP sur la stratégie à mener pour s'opposer au budget. C'est simple, le PS il s'y est pas opposé au budget. Quand on fait une union, c'est nécessairement avec quelqu'un qui n'est pas comme nous. Sinon, c'est pas une union. Donc, par définition, nous avons des divergences, nous avons des différences. Simplement, nous estimons que le moment fait que ce que nous avons en commun est infiniment supérieur à ce qui nous divise pour affronter les temps présents et le moment politique. Ce n'est pas seulement penser autrement, c'est agir seul, concrètement pour soutenir des politiques macronistes et capter la lumière à gauche. Double trahison, soutenir ce qu'on promettait de combattre et le faire en divisant la gauche pour affaiblir LFI. La rupture de la parole donnée impose de reconstruire la solidarité entre partis. Ces stratégies concurrentielles ne peuvent pas rester sans conséquences. Depuis des années, le PS oscille entre unité proclamée et division stratégique pour reprendre l'ascendant, revenant dans le jeu dès que le risque est trop grand. NUPES en 2022, NFP en 2024. Vanter l'unité pour garder ses sièges, puis diviser pour essayer de reprendre le leadership. La primaire unitaire est une réponse à ces pratiques divisantes. Mais c'est aussi une machine à légitimer des candidats sans véritable base militante. Ce qu'ils n'obtiennent pas sur le terrain, ils tentent de l'obtenir par l'ovni de la primaire. Pour l'instant, elle ne produit pas de réponse efficace. Partis réticents, candidats divisés, programmes flous ou inutiles. Pire, elle déplace le débat de fond vers la primaire elle-même, distraction dont certains semblent profiter. Si il y a demain des gens qui disent « Bon, au fond, on est tous d'accord pour que ce soit François Hollande », très bien, ce sera François Hollande. Mais dans cet accord-là, je ne l'ai pas vu intervenir. Un véritable pétage de plomb. C'est d'une cruauté terrible. Je connais son habileté, je connais aussi sa capacité de conviction. Vous vous demandez ce que j'ai pu imaginer de diabolique pour qu'ils en arrivent là. Et ferme ta gueule. Oh. Oui, diabolique est bien le mot. Ressusciter Hollande, c'est presque le travail du malin. T'es encore plus ignoble que moi, détritus. Si on juge un président à la prospérité de son camp après son départ, la valeur de Hollande, c'est pas folichon, hein. Welcome to another edition of Thunderdome. On voit le mécanisme. Le PS soutenait la primaire tant qu'un candidat purement socialiste pouvait en sortir. Maintenant que l'issue est incertaine, il s'en éloigne, pour ne pas avoir à trahir encore. Comme en 2017 avec Benoît Hamon.
Dans les médias et sur les réseaux, l'union à gauche est souvent présentée sous un angle moralisateur. Ce serait la bonne chose, la chose vertueuse, la chose digne. Bref, une exigence morale. Face à la progression de l'extrême droite, cet angle compte, évidemment. Mais la primaire et l'union ne sont pas politiquement neutres. Elles ne doivent pas servir de vecteur à la résurrection d'un social-libéralisme pourtant largement rejeté par les électeurs de gauche. En sacralisant l'union, on cesse de la regarder sous un angle pragmatique. Comment faire concrètement pour que députés, chefs de parti et candidats aient intérêt à s'unir et à coopérer ? Autrement dit, il faut cesser de voir l'union comme un objet et la penser comme un processus de rapprochement humain, personnel, idéologique et stratégique, visant à produire des pratiques partisanes plus cohérentes. Comme le disait si bien Bourdieu à propos de la morale sociale, à la question purement spéculative et typiquement scolastique de savoir si la générosité et le désintéressement sont possibles, il faut substituer la question politique, des moyens qui doivent être mis en œuvre pour créer des univers dans lesquels, comme dans les économies du don, les agents et les groupes auraient intérêt au désintéressement et à la générosité. Pierre Bourdieu, Méditation pascalienne. Et en parlant de pratiques politiques infectes, on a appris que l'actuelle ministre de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, allait être nommée comme première présidente de la Cour des comptes. La blague. C'est plus la Cour des comptes, genre la thune de l'État, c'est la Cour des comptes, genre mes hommages, chers comptes. Quel bonheur de vous revoir, madame la baronne. Disons qu'on s'en rapproche. Grande robe, révérence et dindon à jabot printanier. L'audience est ouverte. Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Action et des Comptes Publics chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Monsieur le vice-président de la Commission des lois du Sénat, Monsieur le président de la métropole du Grand Paris. Oui, monsieur le comte des comptes publics. Derrière ce parfum d'Ancien Régime se cache surtout une institution très importante, celle qui contrôle les finances de l'État, des collectivités et de la Sécu. Bref, une bonne partie de notre argent public. Alors forcément, quand Macron veut y placer une fidèle, ça grince. Du fait de ses fonctions actuelles, Madame de Montchalin ne répond à aucune de ces exigences. Ministre actuelle du budget, elle est l'artisane, et c'est son rôle, des 2 derniers projets de loi de finances ainsi que de celui à venir. Or, jamais personne n'est passé de la tête du ministère des Comptes publics à la tête de la plus haute autorité censée contrôler les comptes de la nation. Jamais une personne 6 mois auparavant ministre des Comptes publics n'a donné à l'automne un avis sur le budget qu'elle a elle-même préparé. Difficile d'être davantage juge et partie. On frôle la monarchie comptable, le roi et sa cour, des comptes. Mais rassurez-vous, tout sera parfaitement indépendant. Avant de vous répondre sur Amélie de Montchalin, je voudrais d'abord vous répondre sur la Cour des comptes. La Cour des comptes, vous savez, répond à 3 grands principes fondateurs. L'impartialité, la collégialité et l'indépendance. Elle a dû vérifier ses notes. L'impartialité chez les macronistes, c'est terrain incognita. Et par ailleurs, vous le savez, vous l'avez vu au cours des débats ici au Parlement sur le budget, Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Ce qu'on a surtout vu lors des débats budgétaires, c'est sa férocité à défendre les intérêts partisans du macronisme. Cette nomination est une nouvelle attaque contre les contre-pouvoirs démocratiques et un précédent de plus pour les affaiblir. C'est cette institution qui avait étrillé l'utilisation des cabinets de conseil par Macron, qui a vivement critiqué le manque d'engagement des gouvernements macronistes dans la lutte contre la corruption et qui a critiqué le manque d'engagement des services de Bercy dans le contrôle et l'évaluation de la fraude fiscale. Bref, une institution centrale pour savoir ce que le pouvoir fait de notre argent et Macron veut y nommer sa bonne copine. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Et en parlant de pratiques bien toxiques, ce mercredi 11 février 2026, un débat à l'Assemblée nationale a été organisé. L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport relatif à la pétition intitulée « Non à la loi Duplon ». Je vous rappelle que cette pétition a recueilli l'été dernier plus de 2 millions de signatures de nos concitoyens. De cette fameuse loi Duplon, on en avait déjà parlé l'an dernier. Vous savez, c'est cette loi portée par le lobby de l'agro-industrie qui voulait réintroduire encore une fois les insecticides massacreurs de campagne et assassins d'abeilles. Le Conseil constitutionnel avait censuré cette réintroduction parce qu'elle n'avait pas été assez encadrée. Alors, le débat s'est assez mal emmanché. J'invite également tous les députés, notamment ceux ayant encouragé cette pétition aux côtés de tous les robots qui ont tourné allègrement. La ministre accuse la pétition contre la loi Duplon d'avoir été boostée par des robots. Ouais.
Elle en tient une sacrée couche. Elle décrédibilise complètement l'adhésion populaire. Ce propos, Madame la Ministre, il est extrêmement grave. Parce que jusqu'ici, aucun parlementaire dans les débats que nous avons eus en commission et que le président Travert a rappelé n'a osé mettre en doute la véracité des plus de 2 millions de signatures de la pétition pour l'abrogation de la loi du plomb. Et que ce soit un membre du gouvernement qui le fasse, c'est un niveau de fake news qui est grave. Mais rassurez-vous, la ministre persiste et signe. Vous avez, je dois le reconnaître, un art consommé à l'extrême gauche pour vraiment vous saisir d'un objet et en faire un scandale politique. Alors, soyons bien clairs, et là, Madame Batho, je pense que vous ne pourrez pas me contredire. Il y a des algorithmes qui font monter des textes, vous en convenez, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit cela. L'activation. Est-ce qu'on peut écouter la réponse? Non mais. Moi j'aimerais qu'on puisse écouter la réponse de Madame la ministre. L'activation de la popularisation de la pétition, là, franchement, et vous le savez très bien, ce sont des algorithmes qui font monter les choses. Je n'ai pas parlé de l'inscription sur France Connect. Le rattrapage in extremis que Braun-Pivet s'est empressé de valider. Alors, on est d'accord. On n'a pas de mise en cause, on sait. L'Assemblée nationale a vérifié l'intégralité des signatures, c'est extrêmement contrôlé. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après qu'effectivement, les pétitions montent sur les réseaux, ça on le sait tous, mais comme n'importe quel message qui peut être porté sur des réseaux sociaux. Mais quelle défense de boomer! Ouin, les réseaux sociaux. Alors qu'on parle de dangers graves et sérieux pour la santé de tous, en particulier celle des agriculteurs. Et puisqu'on parle de verdure, de gazon et de mouvements réactionnaires, rubrique suivante. Entre les JO d'hiver 2026 à Milan-Cortina et la Coupe du Monde aux Amériques, le sport revient au centre du débat politique. Attention, c'est surprenant. Listen to me, Trump. Monsieur le Premier ministre et vous, Monsieur le Président à Davos, insultés par lui publiquement. Voilà ma proposition. Vous adressez à tous les pays qui défendent l'ONU et le droit international contre la fausse conférence de la paix et de la force impériale, soit presque toutes les équipes qualifiées. Vous pourriez alors exiger ensemble de la FIFA qu'en juin prochain, la Coupe du Monde se joue au sol Mexique et Canada et boycotte les États-Unis de Trump. Il est encore temps. C'est vrai que prêter son concours à un État dominé par des politiques néofascistes, impérialistes et racistes, on peut se poser quelques questions. Mais face à ça, Marina Ferrari a sorti la rengaine habituelle. Vous déclarez, parce que je vous écoute attentivement, que le sport est une arme politique. Non, monsieur le président Coquerel, le sport n'est pas une arme politique. Le sport, c'est un vecteur de rapprochement des peuples. C'est un vecteur de fraternité, c'est un vecteur de paix, comme le dicte d'ailleurs la charte olympique. Le sport ne serait pas politique. Fraternité, paix, neutralité, bref, une activité pure que la politique viendrait salir. Alors parlons politique, justement. Car cette prétendue neutralité sert surtout à neutraliser les demandes de justice sociale. Le foot, par exemple, reste saturé de pratiques homophobes. Plus récemment, les ultras se sont de nouveau illustrés. On parle d'ambiance, de chambrage, de jeu... Bref... Sauf que considérer l'homosexualité comme une insulte, c'est la définition même de l'homophobie. Cela charrie tout un ensemble de préjugés sur les personnes LGBTQIA+, et surtout les assimile aux ennemis du club, légitimant par là la violence sociale à leur encontre. Et l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc oui, ce qui se passe dans un stade est politique. Et la question des personnes LGBTQIA+, sur le gazon est très importante pour délégitimer ce genre de comportement. Il y a quelques jours, l'arbitre de foot allemand Pascal Kaiser avait demandé en mariage son compagnon devant un stade plein. Mich nicht verstecken, sichtbar sein. Ich will, dass jeder sieht, dass ich diesen Menschen liebe. Einen Mann als Mann im Fußball. Willst du mich heiraten? L'annonce avait suscité beaucoup d'émotions, un moment fort pour la visibilité et la légitimation des personnes LGBTQIA+, sur le gazon. Mais quelques jours plus tard, Pascal Kaiser a été violemment agressé chez lui par 3 hommes qui l'attendaient dans son jardin. Il avait pourtant alerté la police après des menaces explicites mentionnant son adresse. Intervention refusée par la police, risque jugé négligeable. Quelques jours après la première agression, il est de nouveau attaqué devant chez lui. La police a mis plus de 30 minutes pour intervenir. Alors, dire que le sport n'est pas politique, c'est volontairement invisibiliser tout ce que ça a de politique, la protection des plus vulnérables et l'inclusion.
Pour la Coupe du Monde aux Amériques, Donald Trump veut interdire les représentations LGBTQIA+ autour des stades, alors qu'il a déjà commencé à bannir les personnes trans des compétitions nationales. Trump veut se servir de cette coupe pour forcer son message rétrograde et violent. Autrement dit, il veut faire du sport une chose politique et surtout réactionnaire. Les nazis avaient inauguré cette stratégie de blanchiment par les sports, c'est le mot, en 1936 avec les Jeux Olympiques de Berlin. L'événement a diffusé les idées racialistes et légitimé Hitler avec l'appui admiratif de Pierre de Coubertin. Le sport est politique. C'est un espace social avec ses normes et un miroir de la société avec ses valeurs. S'il ne doit pas être partisan, très bien, mais qu'il cesse d'être un instrument au service des projets réactionnaires et un masque posé sur la violence sociale. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec ce poème inspirant. Je regarde avec l'œil d'une image les préposés au lynchage. J'observe mon propre massacre avec le courage serein d'un savant. Je semble éprouver de la haine alors que je ne fais qu'écrire des vers remplis d'un amour ponctué. Pier Paolo Pasolini, Poésie en forme de rose, 21 juin 1962. C'est un vecteur de fraternité, c'est un vecteur de paix, comme l'édicte d'ailleurs la charte olympique.